in defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. Bingo! It's showtime! MVP, baby! He didn't do that, did he? Slam dunk. Tie game with 5 seconds remaining! Shot. What a perfect ending to a historic day. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 144 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, le premier de 2019. L'occasion pour toute l'équipe de vous souhaiter une très belle année 2019. Pour m'accompagner cette semaine, on retrouve Alan. Ça va Alan ? Salut Ben, salut tout le monde, ça va super. Je crois que j'ai récupéré ma voix. Ah c'est vrai, parce qu'Alan a publié un nouvel épisode du One and Done dans lequel il avait plus trop de voix. Je me suis même inquiété, Pierre aussi pour lui. Ça va mieux depuis, tu nous rassures là. Tout va bien. Tout va bien. Vas-y, fais ta promo, tiens, pendant le temps, pour nous prouver que tout va bien. Nouvel épisode de One and Done où je reviens sur les blessures de Bol Bol et de Kevin Porter Jr., deux joueurs qui, je pense, seront dans pas mal de top 10 à la draft, et sûrement dans le top 10. Et puis, voilà, on discute un peu l'impact de ces blessures pour leur cote à la draft. C'est intéressant. Et on vous invite à aller l'écouter. Et pour compléter le trio, un homme pressé, un coach pressé, qu'on entend de moins en moins chez nous, mais qu'on entend toujours dans le Roll and Roll, c'est Pierre. Ça va Pierre ? Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, ça va. Pourquoi pressé ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'avec le Roll and Roll, là, on a plus le temps d'accueillir Pierre ici. D'ailleurs, vu que j'ai, dans un besoin d'équité, vu que j'ai proposé à un de faire sa promo, je suis obligé de proposer à l'autre. Pierre, parle-nous de cette fantastique draft all-time du Thunder que t'as mis en place il y a quoi, il y a 10 jours de ça? Une semaine, ouais, 10 jours. Avec Morgan et Benoît que je salue, on a réalisé une draft all-time en fait du Thunder. On a eu chacun chacun une équipe à drafter. J'ai perdu. J'ai le plus mauvais score, je crois, sur le sondage Twitter. Bon, c'est le contre-coup de drafter Kevin Durant, mais Kevin Martin, Pierre. Quelle erreur. Kevin Martin. Ouais, je regrette. Donc, n'hésitez pas à les réécouter. Du coup, même là, ça reste d'actualité en fait. Donc, vous pouvez plus voter. Bon, malheureusement, mais n'hésitez pas à aller écouter, commenter éventuellement les choix. Mais ouais, Kevin Martin, je regrette. J'ai peur que ça t'a tué parce que franchement, avant Kevin Martin, t'avais la meilleure équipe, je pense. Je prenais Enes Kanter et j'avais Martin après en plus. Donc là, je pense que je gagnais. C'est un mauvais choix. Ouais, ça. En tant que mec qui se trompe au mock draft tous les ans, je peux te dire qu'on s'habitue. Et c'est pour ça que j'ai pas le surnom de GM dans ce podcast. Ouais, c'est vrai. Que je reste coach. Bon, c'est mon subalterne. Sympa. Cela étant fait, revenons aux choses sérieuses, au podcast. On va parler des Spurs cette semaine. Les Spurs, alors d'habitude, on nous dit qu'il faut jamais parler des Spurs trop tôt dans la saison, mais entre un groupe largement renouvelé, un début de saison très contrasté, à savoir un excellent mois de décembre et un mois de novembre assez piteux, on a décidé d'aller contre cette règle et de parler des Spurs dès le début du mois de janvier. Puis dans l'overtime, on va un peu faire différemment cette semaine, parce qu'on n'aura qu'un seul sujet. On va faire un long débrief et un long point sur le trophée de MVP. On est à la mi-saison. On va se demander qui se détache pour cette petite statuette à la mi-saison. Comme chaque semaine, on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, mais également sur les plateformes où vous pouvez écouter le podcast comme Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, SoundCloud et même YouTube où je crois qu'on a dépassé les 200 abonnés. Merci beaucoup, mais on vous invite, pour ceux qui l'ont pas encore fait, à aller vous y abonner. Et nous, on va se retrouver juste après la pause pour discuter de San Antonio. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Les Spurs sont-ils l'équipe la plus en forme de la ligue actuellement ? Peut-être, victorieux de 12 de leurs 15 derniers matchs, meilleure attaque NBA sur cette période avec un offensive rating à plus de 117, quatrième défense, premier au net rating, les Spurs marchent sur l'eau. Alors, Alan, j'avais parlé dans l'intro d'un mois de novembre un peu plus difficile, les Spurs avaient gagné 5 matchs, en avaient perdu 10, mais là, en ce moment, ils vont beaucoup mieux. Donc, est-ce que ce mois de novembre, c'était juste un départ un petit peu difficile ? Je pense plutôt que ce mois de décembre,
un mois un peu plus trompeur et que le mois de novembre c'est un peu plus révélateur de ce qu'est cette équipe des Spurs. Bien sûr, en ce moment elle marche sur l'eau comme tu l'as dit, les statistiques offensives sont quasiment irréel. Je pense pas que ça va durer. L'équipe des Spurs, c'est plus un mix entre celle de novembre et celle de décembre, mais je la rapproche plus de celle de novembre. Donc pour moi, on l'a pas mal jugé après le premier mois de compétition. C'est juste énorme et très 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 surprenant ce qu'ils font depuis un mois. Pierre, je vais te poser la même question, mais je vais la transformer un petit peu. Est-ce que pour l'instant, on a vu le vrai niveau des Spurs? Parce qu'on les a vus très très mal en novembre, on les a vus étincelants maintenant. Est-ce qu'on a vraiment vu les Spurs au bout de 40 matchs? Non, je pense pas. Je pense que, comme l'a dit un petit peu Alan, la vérité se situe peut-être entre ces deux niveaux-là, parce que, enfin, au début de saison, on voyait que c'était pas encore en place, qu'il y avait eu beaucoup de changements, comme tu l'as dit, et que tout ne fonctionnait pas encore bien collectivement et que certains joueurs étaient en sous-performance. Et là, maintenant, c'est l'inverse. En fait, il y a des joueurs qui surperforment, toute l'équipe est sur à droite, et offensivement, c'est juste improbable même ce qui est réalisé. Donc je pense qu'on va se situer au milieu et que le fond du jeu des Spurs commence à se développer petit à petit et que ça va se tasser là pour l'instant, ça fonctionne très bien. Je pense que ça va se tasser un petit peu et c'est là qu'on verra leur vrai niveau. Est-ce que ça sera une équipe du top de l'Ouest parce qu'ils s'en rapprochent petit à petit, ou est-ce que ça sera une équipe qui luttera pour les playoffs? Je pense qu'on se situera plutôt vers la lutte pour les playoffs. Ok, donc je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Je trouve vraiment, comme vous l'avez dit tous les deux, qu'on a eu vraiment les deux visages des Spurs et que là on arrive au début du mois de janvier et c'est un peu facile de se dire les Spurs c'est ceux qui ont gagné 12 de leurs 15 derniers matchs. Je pense pas que ce soit le cas. On va peut-être revenir justement sur ces 12 de ces 15 derniers matchs. J'ai dit offensive rating à 117 et surtout une adresse complètement insolente. Comment on peut un peu expliquer ça? Alors je sais que c'est toujours difficile d'expliquer ces performances incroyables en attaque, mais on a vraiment une équipe des Spurs qui est la meilleure attaque de la NBA sur les 15 derniers matchs, qui met tout dedans. Comment on a changé? Est-ce que l'un d'entre vous pense avoir la réponse ou une tentative de réponse par rapport à ça? Moi, je pense que c'est pas vraiment explicable en fait, et tu peux le voir rapidement aussi. C'est encore plus inexplicable par leur sélection de tirs. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais vu les tirs qu'ils prennent, notamment à mi-distance, c'est normalement les tirs les moins efficaces de la ligue. Et là, ils ont les meilleurs pourcentages dessus. Ils ont le meilleur pourcentage à 3 points alors qu'ils sont censés en prendre. Ils en prennent très peu. Ils ont les meilleurs pourcentages au lancer franc aussi. Enfin, je pense que c'est une équipe aussi, par contre, qui marche dans ce sens-là, qui est tout le temps à la recherche peut-être du bon tir et qui est à la recherche du meilleur spot pour chacun des joueurs pour prendre les tirs. DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge ont utilisé du mieux possible dans leur spot préférentiel, c'est pour ça qu'ils tirent à mi-distance. Les role players à côté, entre guillemets, les role players type Bryn Forbes ou Rudy Gay ou Bellinelli par exemple sont utilisés pour tirer plutôt à l'extérieur ou dans des spots où ils sont confortables, et c'est je pense là-dessus qu'ils arrivent à être très adroits parce qu'ils prennent souvent des tirs ouverts et dans des spots préférentiels, on va dire. Alan, qu'est-ce que tu... Moi, je suis très d'accord avec ça. On a tendance, je pense, à sous-coter le fait que prendre moins de tirs préférentiels analytiques, en gros, c'est pas bien, mais si tu les prends que des bons tirs, t'as un plus haut pourcentage de chances de les mettre, et donc au final tu perds pas tellement de points dans la balance en quelque sorte, comme l'a dit. Puis je pense pour moi il y a deux équipes des Spurs. Il y a l'équipe des Spurs avec DeRozan et Aldridge sur le terrain, où c'est une équipe qui se repose sur une force à mi-distance avec ces deux joueurs, et DeRozan qui est à la création aussi, et puis t'as le banc qui artille de tous les côtés en fait, parce que sur leur banc ils ont que des shooters et ils ont avec de très hauts pourcentages. Pour dire, c'est Bellinelli qui a le moins bon pourcentage à 3 points, mais alors qu'on sait que c'est un shooter. Donc il y a deux équipes des Spurs, c'est plutôt complémentaire, et même si Pop il a dit que voilà, pour les shoots à 3 points c'est quelque chose qu'il l'aimait pas, il se rend compte qu'il peut faire des line-up avec par exemple Davis Bertans 104 ou des line-up où il peut faire jouer plusieurs guards ensemble, type Patty Mills avec Bryn Forbes. Il se rend compte que c'est la meilleure façon de gagner, et que c'est en quelque sorte complémentaire de son 5 ou qui est très basé sur le jeu à mi-distance. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Enfin, il suffit de voir sur le mois de décembre, dont j'ai parlé, ce fameux mois de décembre. D'abord, stat on en a parlé de ça tous les trois en off, mais Nate Duncan avait donné cette stat dans son podcast. Dans toutes les zones
Donc restricted area, zone des flotteurs, long mi-distance, 3 points dans le corner, 3 points face au panier, 3 points en général. Sur le mois de décembre, les Spurs étaient premiers au pourcentage de réussite. C'est ce qui peut nous laisser penser que ce qu'on voit actuellement, c'est un petit peu une bulle et que ça pourrait pas se prolonger. Après, sur ces 15 derniers matchs, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée encore plus précis, ils sont à 42% à 3 points, 42,7. Sur les 15 derniers matchs, la deuxième équipe en NBA est à moins de 40. Il y a que 3 équipes au-dessus de 38. Ils ont vraiment tout mis. Et là où c'est surprenant, c'est que moi, en regardant les matchs des Spurs et en fouillant dans les stats, c'est pas tellement, ils ont des shoots ouverts, ils s'en créent, oui, mais ils mettent aussi pas mal de shoots contestés en ce moment. On a vraiment l'impression que je l'ai dit, c'est vraiment une bulle qui s'est créée, il y a vraiment un moment euphorique, je sais pas, côté Spurs. Bah, tu crées aussi de la confiance petit à petit, tu vois, si t'arrives à mettre tes joueurs dans des situations favorables pour qu'ils prennent des tirs ouverts, après, bah, petit à petit, ils prennent confiance, ils progressent et ils sont capables de mettre des tirs plus compliqués. Parce que, ils ont pas des joueurs ultra talentueux ou pas réputés pour être ultra talentueux en attaque, mais ils ont des shooters, ils ont des joueurs qui sont quand même capables de scorer, et si tu les mets, eux, en confiance, en fait, ils vont prendre leurs responsabilités, et ils vont petit à petit, montrer d'autres choses et pouvoir mettre des tirs sûrement plus compliqués. On a pas mal parlé de leur attaque. Je sais qu'Alan et moi, c'est un des matchs que j'ai regardé. Boston a joué contre les Spurs et j'ai trouvé que ce match, il était assez révélateur de pas mal de choses sur l'attaque et la défense des Spurs. Je vais en parler vite fait et je vais voir si tu me diras si t'es d'accord. Alors déjà, début de match, le Boston domine. Et je pense qu'il montre assez bien, on n'a pas encore parlé de la défense, et pour moi, c'est la clé, on en reparlera après. La défense des Spurs, en fait, c'est la clé pour l'équipe. La défense des Spurs, elle est mise à mal sur le début de match, et Boston montre en gros comment il faut attaquer la défense des Spurs, il faut aller dans la raquette. Mais ensuite, en fait, on attaque, et là, c'est vraiment ce qui est marquant dans les matchs que j'ai vus des Spurs. On a vraiment l'impression qu'il y a eu ce moment au début de match, ils essayent d'alterner, et à un moment, ils débutent en servant la Marcus Aldridge dos au panier au poste, et ensuite tout part de là, en fait. Et après, le reste du match, ça a été une masterclass sur comment créer de l'attaque depuis le poste. Vraiment, ça a été incroyable, et c'est là où la Marcus Aldridge profite de beaucoup de match-up. C'est qu'Horford et Tice pouvaient pas l'arrêter. Donc, les Boston avaient tendance à doubler, il fait la passe et il sanctionne. Ouais, non, c'est très vrai. Surtout que quand tu regardes les pourcentages au shoot des joueurs qui sortent du banc que Pop a mis avec Aldridge, franchement c'est très fort. Bertans, il a 47% à 3 points sur 4 tentatives par match. Forbes, 43% sur 5 tentatives. Mills, quasiment 40%. Donc c'est très fort. Mais ouais, sur leur défense, en fait, si physiquement t'arrives à avoir des joueurs qui attaquent le panier, ils vont avoir du mal. Ça a été un des meilleurs matchs de Jaylen Brown de ces derniers temps. Il a vraiment su attaquer et mettre à mal pour les battre à l'intérieur. Après, voilà, je trouve que depuis un mois, en fait, à un moment, ils font des runs qui sont très 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 sales. C'est pour ça qu'ils arrivent à gagner les matchs. Et ils ont fait un run énorme, en gros, du milieu du troisième quart à la fin de match. Pierre, je vais te poser une question, parce que moi, quand j'ai vu ce match, et j'en ai vu 2-3, j'ai aussi vu celui contre Minnesota, et j'ai remarqué, et c'est le coach qui va nous donner son analyse là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on est tellement dans une NBA tournée vers le pick and roll que les défenses en face, quand elles jouent une équipe comme les Spurs qui initie l'attaque au poste, elles sont perdues. On a l'impression que c'est des systèmes qu'elles savent plus défendre. Bah, c'est atypique à défendre. Tu te prépares souvent toute l'année à mettre en place une politique sur pick and roll, pour éventuellement une politique de switch, enfin voilà, à mettre pas mal de choses. Et au poste, c'est pas du tout pareil en fait, parce que soit tu le laisses en 1 contre 1 la Marcus Aldridge qui est, on le sait, très efficace sur ces situations et que c'est le joueur d'ailleurs qui poste le plus en NBA par match et il a en plus largement progressé sur la création. Donc soit tu le laisses en 1 contre 1 et il peut très bien te sanctionner, soit comme vous l'avez dit, tu viens fermer à 2 et dans ce cas-là, par sa création, il libère des shooters. Donc c'est une autre adaptation à avoir en défense et les Spurs l'utilisent particulièrement bien et aussi parce qu'ils ont des joueurs, je pense, intelligents et on le sait, c'est depuis toujours l'optique de draft ou même de formation des Spurs, c'est de former des joueurs de basket et des joueurs de basket intelligents et on voit qu'ils savent comment réagir sur chaque situation et même DeMar DeRozan c'est parfaitement inscrit dans cette politique-là parce que quand c'est pas Aldridge qui va poster, c'est lui où il va avoir une ISO et c'est lui qui va créer autour de ça et d'ailleurs il fait une énorme saison à la création, c'est probablement sa meilleure de sa carrière et donc il joue en fait de manière complètement détournée de ce que peuvent faire les analytics en fait au niveau offensif parce que ton début de création est à l'inverse de tout le reste de la ligue et ta sélection de tir aussi comme on l'a dit et
potentiellement à l'inverse aussi de tout le reste de la ligue. Donc les défenses ont forcément du mal et sont pas habitués à défendre ça. C'est le pick and pop aussi. Alors j'hallucine peut-être. J'ai l'impression que plus personne joue du pick and pop et quand tu regardes jouer les Spurs, il y a plein de pick and pop. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Mi-distance. Souvent quand tu fais le pick and pop maintenant, c'est beaucoup plus rare parce que quand tu fais ton écran, ton grand, il va aller au cercle directement pour chercher un dunk, en fait. Il va très peu ressortir. Ou alors les 5 qui sont vraiment shooters, au final, ils sont entourés par d'autres joueurs pas shooters, donc c'est pas eux qui tirent type Brook Lopez. Il fait pas de pick and pop parce qu'il est déjà à 3 points super loin, en fait. Donc il en fait sûrement un petit peu, mais tu vois, il est plus utilisé comme ça. J'avais fait l'exemple de Miles Turner, lui il faisait du pick and pop, mais à mi-distance, et c'était des tirs au final que tu pouvais te demander si c'était vraiment efficace. Et là, avec Aldridge, tu sais que c'est une menace constante en fait. C'est vraiment, moi ça m'avait marqué ça. Et aussi, et on va un petit peu en parler de lui, je sais que j'ai mon historique avec Jakob Poeltl, mais ce qui est bien aussi de ce qui apporte Jakob Poeltl, c'est que ça fait enfin un grand aussi qui peut jouer du pick and roll sur les Spurs et qui peut foncer dans la raquette. Parce qu'on avait Alan, ça faisait un bail que les Spurs, ils n'avaient pas cet intérieur capable de finir. Alors c'est pas DeAndre Jordan, Jakob Poeltl, enfin ce qu'était DeAndre Jordan avant, ni un Capella, ni ce genre de joueur, mais ça leur donne enfin une menace et c'est vraiment une arme de plus dans leur attaque. Franchement ouais, et puis quand tu le 5 où il joue un peu, où il joue avec le banc, autant voilà, offensivement il est en rollman en gros comme tu l'as dit, où il peut aller fausser au cercle, prendre des rebonds offensifs, avoir des paniers faciles, et défensivement il fait aussi un vrai travail. Le 5 Mills, Bellinelli, Rudiger, Bertans, Poeltl, ils ont un net rating de plus 32, donc sur une quantité de minutes quand même notable. Donc ça te prouve que Poeltl, c'est pas ce plot offensif que on avait pu entreapercevoir à la fac, et peut-être sa première année du côté de Toronto. Il est dans son rôle, il surjoue pas, mais défensivement il a un rôle très très important parce que Bellinelli, Bertans, défensivement il y a des brèches que Poeltl peut combler, donc c'est très très intelligent de les mettre ensemble, et puis oui, ça permet d'avoir des paniers faciles sur pick and roll. Ouais, pour rebondir à ce que dit Alan, il y a un très bon article de The Ringer qui décrit ce changement-là du 5 par rapport au 5 sur le banc. T'as Poeltl qui fait tout ça le boulot, comme tu l'as dit, et il y a énormément de spacing avec des shooters autour, et en fait là, quand t'as ce 5-là, tu te retrouves un peu plus avec une attaque type NBA maintenant, où ton pourcentage de 3 points pris augmente, où t'as beaucoup moins de tirs à mi-distance, où ça joue beaucoup plus vite aussi, et t'as moins de jeux. Équipes, moi, c'est ce que je disais. Ouais. T'as moins de jeux au poste, ça joue plus vite, enfin, c'est une autre équipe beaucoup plus moderne, en fait, avec des joueurs aussi plus jeunes, et qui est aussi très intéressante à regarder, et comme tu l'as dit, qui marche très bien, en fait. On pensait que les Spurs avaient peut-être un peu moins de profondeur de banc cette année, même d'effectifs, et ça fonctionne très bien, et t'as Poeltl qui s'exprime dedans, t'as aussi Rudiger, que moi, que je trouve plutôt très bon cette saison, parce que il arrive à avoir des espaces, il a droit au tir, tu sens qu'il est plus en forme que l'année dernière, et il apporte un peu de versatilité dans cet effectif-là, donc ça fonctionne très bien là-dessus. À voir comment, quand Pau Gasol sera là, comment ils vont articuler avec Poeltl, parce que lui, il a quand même un autre profil, tu peux pas jouer vite maintenant avec Pau Gasol, mais il peut être très précieux pour scorer, et pour sur pick and roll, il peut être intéressant aussi, donc je sais pas comment ils vont jouer avec lui. Ouais, je suis assez d'accord, et surtout Poeltl, il apporte un peu de vitesse, parce que on a cité les intérieurs là, Gasol, Aldridge, c'est pas des joueurs vraiment rapides. Alors, c'est pas non plus une gazelle, Poeltl, mais ça apporte aussi un peu de la vitesse et de la protection dans la raquette, même si on va y revenir plus tard. Les Spurs sont pas les meilleurs à ce niveau-là. J'ai parlé du match contre Boston, je vais donner un deuxième match, c'est celui contre Minnesota, parce que là on est assez dithyrambique sur les Spurs, et pour ceux qui se souviennent, les aficionados des aficionados de l'émission, j'avais donné, ça date peut-être d'il y a quelques mois, une stat qui expliquait que Aldridge, typiquement, il adorait Minnesota, il faisait toujours des gros matchs contre Minnesota. Et le truc assez marrant, c'est que depuis que j'ai donné cette stat, il a joué 2 matchs contre Minnesota, et à chaque fois, il a marqué 10 points. Il a été énormément en difficulté. Donc, j'ai été voir quelques clips de ce match-là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que Minnesota, c'est une des rares équipes qui a pris un moment le pari de ne pas doubler, en fait, Aldridge au poste. Et quitte à subir. Alors, il y a un match qu'ils ont perdu en faisant ça. Il y en a un autre qu'ils ont gagné. Mais on parle beaucoup de cette attaque. On est très positif. Est-ce que c'est pas ça un peu la clé aussi? Parce que beaucoup de la création, comme on l'a dit, se fait au poste. Donc, se crée sur le décalage créé par Aldridge et la menace qu'il représente. Mais on l'a déjà dit assez ici, le post-up c'est pas non plus une action, c'est une action un peu vieillotte et pas super rentable. Est-ce que c'est pas la clé pour battre les Spurs?
Parce que beaucoup d'équipes tombent dans le panneau de doubler Aldridge, qui sanctionne. Mais est-ce qu'il faut pas tout simplement subir Aldridge et bloquer les autres? Bah, c'est l'éternel débat. Est-ce que tu supprimes l'option de création numéro 1 et t'essaies de faire jouer les autres, en fait, ou alors est-ce que tu le laisses faire et tu fermes toutes les autres options? C'est toujours l'éternel débat en défense, un peu au basket. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que si t'as les joueurs pour mettre en 1 contre 1 face à Aldridge, il y en a notamment à l'ouest, il y a pas mal d'équipes qui ont le matériel pour envoyer sur Aldridge. C'est le cas de Minnesota, tu peux envoyer Towns, tu peux envoyer Gibson, tu peux même envoyer Dieng éventuellement sur des passages, enfin tu peux envoyer des joueurs sur lui, et du coup je pense que c'est le choix est bon de laisser entre guillemets te sanctionner sur du 1 contre 1, parce que tu seras forcément moins efficace que s'il ressort sur Bertans à 3 points à l'opposé, quoi. C'est en cela que j'étais énormément surpris en voyant Boston, Alan, c'est que Boston a doublé Aldridge tout le match. Alors, par peur de se faire maltraiter avec notamment Horford, mais pour moi, c'est un peu comme ça que le match a été perdu. Ouais, Baines a manqué. Baines, c'est typiquement le genre de joueur qui aurait été utile, parce que Theis, c'est un joueur fin quand même. Bon, on parle pas de Boston, hein, mais sinon je vais partir sur Boston, mais je reste sur San Antonio. Ouais, c'est le choix qui a été fait, et vu qu'à côté ça a mis les shoots, bah ça a été un camion de paniers quasiment ouverts, quoi, parce que comme tu l'as dit, on a beaucoup doublé. Donc c'est le choix qui a été fait par Stevens, sans doute pas le bon. Après Aldridge, il a souvent fait des gros matchs contre Boston, donc je peux comprendre le choix de Stevens, surtout que en vrai, est-ce que tu préfères que les shooters qui sont peut-être des bons shooters, mais des joueurs qui sont un peu moins de renom, soit parce que les shoots n'étaient pas quasiment ouverts, parce qu'en fait la défense de Boston souvent bouge très bien, donc ils ont mis surtout des shoots contestés, donc et c'est comme il faut choisir son poison en quelque sorte, donc je pense que San Antonio mourra avec Aldridge qui fera la différence, soit parce qu'il aura des positions 1 contre 1 et il pourra scorer, soit il sera pris à 2 et il pourra créer le décalage. Et c'est pareil pour DeRozan, comme l'a dit Pierre. Par rapport à DeRozan, justement, ce qui est assez marquant, c'est qu'on aurait pu croire d'un œil extérieur que ce mieux des Spurs, ça aurait pu être lié à un DeRozan d'autant plus fort. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on regarde les stats et même quand on regarde les matchs des Spurs, DeRozan est beaucoup moins marqueur, mais il est beaucoup plus impliqué dans la création de l'équipe. Et ça, c'est une vraie surprise, comme tu l'as dit, Pierre. C'est ça qui est marquant. Il a 7 passes de moyenne, par exemple, sur les 15 derniers matchs, la grosse série des Spurs. Moi, j'avoue que ça, je suis assez surpris, quoi. Alors, il a toujours son habitude de prendre des shoots à mi-distance. On remarquera que sur cette période-là, il prend pratiquement pas de shoot à 3 points. Enfin, c'est assez incroyable. Il doit en prendre 5 ou 6 sur 15 matchs. Est-ce qu'en fait, Popovic, il nous a pas ramené le DeRozan il y a 2-3 ans? Un peu plus playmaker. C'est ce que j'allais exactement te mentionner. C'est comme tu l'as dit, il prend moins de 3 points. Il prend ses tirs à mi-distance, il est efficace, enfin il est très régulier. Je pense, tu dis qu'il a pas élevé son niveau de jeu, mais depuis le début de saison en fait il fait très peu de contre-performances, il est tout le temps souvent à 25 points en gros, et il est très régulier, mais du coup c'est le DeRozan d'avant, c'est le DeRozan qui prend pas de tir à 3 points, et après comme tu l'as dit, on pouvait presque s'y attendre qu'il ait un peu plus de responsabilité ou de création, parce que quand tu regardes l'effectif, et notamment avec la blessure de Murray, ça devient pauvre en joueur capable de créer des tirs, et notamment pour les autres, mais qu'il soit à ce niveau-là, et notamment qu'il fasse son premier triple-double en carrière, je crois, c'est une petite surprise, quoi, parce que tu vois qu'il a des vraies qualités, en fait, que ça soit sur pick and roll, que ça soit sur ses ISO pour ressortir, il a des vraies bonnes qualités de fixation et de création pour les autres, et je pense que son transfert à San Antonio l'a largement aidé là-dedans, et comment il l'utilisait aussi. J'aime bien voir DeMar DeRozan utiliser en sortie d'écran où il curl constamment, il attaque le cercle, parce que là il est capable de sanctionner, et il est capable de ressortir pour les autres joueurs, et je pense que c'est une situation que j'ai vu quelques fois que font les Spurs, et que j'aimerais voir encore plus souvent que des ISO, parce que DeRozan lancé en sortie d'écran sur un drive, si en plus il est capable de créer, ça devient très très vite redoutable, et en plus il est capable de tirer à mi-distance. Donc je pense que là-dessus ils ont une vraie carte à jouer, et la façon dont utiliser, encore une fois, je trouve ça vraiment optimal en fait. Alan, un mot sur DeRozan, qui juste pour donner quelques points statistiques, ça corrobore ce que t'as dit, Pierre. Quand on regarde ses tirs pris dans la restricted area ou dans la zone des flotteurs, donc très près du panier, c'est vraiment, il est dans ses plus hauts pourcentages en carrière, ou dans ses meilleures saisons en carrière. Donc c'est vraiment, il s'est rapproché du panier cette année.
Je pense qu'en fait, plus que c'est le DeRozan de 2-3 ans, Popovich, il a dit, il a créé l'équipe autour de ce que c'est faire DeRozan, en fait. C'est-à-dire que le jeu de Toronto avait été changé parce qu'on le trouvait pas assez analytique et on pensait que ça allait leur faire passer un cap de jouer plus comme on doit jouer en 2018 en quelque sorte, sauf qu'en fait DeRozan, c'est pas le joueur pour jouer à ce jeu-là. Ok. Bon, ça avait plus ou moins marché en saison régulière. Ouais, mais il avait toujours des pourcentages à 3 points très limites quand même. Ouais. Tu vois, il les prenait, mais c'était un joueur qui tournait à même pas 30% à 3 points, je crois. Ou alors peut-être juste 30%. Là, Pop, il s'est dit, bon bah, j'ai démarré DeRozan, il faut que je crée de l'attaque avec les qualités de ce joueur. Je peux pas lui demander de shooter. Et donc, je vais en faire un créateur. Et puis il y avait Kyle Lowry à côté de lui à Toronto, donc c'était plus lui qui était en charge de la création. Là, avec la blessure de DeJounte Murray, White qui a été blessé aussi, la création elle a été plus donnée à DeRozan. Et dans ce moule Spurs, on voit vraiment le joueur qui peut être s'il est bien utilisé dans un jeu qui lui convient. Je pense qu'il arrive aussi à la maturité. Même l'année dernière, son nombre de passes décisives a augmenté. Là, tu vois que ça continue d'augmenter. Et comme tu l'as dit, Popovich, il a créé autour de lui, il a créé sur ses points forts. Et c'est là un peu la même chose pour LaMarcus Aldridge, où au mieux de le forcer à ressortir, à jouer stretch fort et à tirer à 3 points, maintenant, ok, tu joues poste 5, mais par contre, tu joues dedans, tu prends tes tirs à mi-distance, tu joues tes post-up et tu joues vraiment comme un poste 5 à l'intérieur. Et du coup, voilà, ils ont fait le choix de prendre le contre-coup de la NBA moderne. Et ça fonctionne bien pour l'instant. À voir après en play-off et sur la suite de la saison, quand ils auront moins d'adresses, mais pour l'instant, c'est efficace. Et dernière, sachant qu'avec leur banc... Vas-y, Alan. Sachant qu'avec leur banc, ils sont dans la NBA moderne. Ouais. Tu vois, c'est une belle alternative. Après, tu sais que le banc, c'est pas, notamment en play-off, c'est pas viable. Tu vois que quand les rotations vont se restreindre, c'est pas viable de parier sur son banc. Après, je pense qu'ils jouent beaucoup de joueurs, les Spurs, hein. C'est pas le genre d'équipe à restreindre trop les rotations. Ils vont jouer à 10, je pense, en playoff, s'ils peuvent. S'ils y vont, déjà. Ah, ça, tu teases la fin de l'émission. Juste dernière petite stat sur DeRozan. Quand on prend la distance moyenne de ses tirs, faut savoir qu'il a jamais été il prend ses tirs les plus courts depuis sa saison rookie, en fait. La distance moyenne de ses tirs. Donc, il s'est vraiment rapproché du panier. Ça, c'est assez évident. On a beaucoup parlé de l'attaque. Allons peut-être un peu en défense des Spurs, là où c'est peut-être plus inquiétant. Les Spurs qui sont habitués à être une place forte en défense, et pour la première fois depuis 2014-2015, les Spurs ne sont pas parmi les 10 meilleures défenses de la ligue. Je sais que c'est un joueur dont on n'est pas beaucoup fan, mais en regardant les Spurs, moi je me suis vraiment dit quelque chose, c'est que DeJounte Murray, il manque énormément. Ouais. Parce que Bryn Forbes, il peut pas défendre. Le problème c'est que Forbes et Mills, c'est des arrières plutôt petits, fins, peu physiques et avec peu de qualité athlétique, et ça devient vite compliqué, hein. Défensivement et même offensivement, pour mettre du rythme, pour défendre sur les joueurs, même passer les joueurs sur des 1 contre 1, c'est très vite compliqué. Alors t'as Derrick White à côté là, qui lui a un profil physique mais qui est encore rookie, jeune et qui est encore largement en formation, même s'il montre des bonnes choses, mais il manque clairement des DeJounte Murray là-dessus. Et c'est peut-être pour ça, moi, ça m'a fait marrer en y repensant. Vous avez parlé du moment où Popovich se plaignait un peu du 3 points du jeu trop analytique, mais moi j'ai trouvé ça assez marrant parce que c'est typiquement le genre d'équipe qui leur pose problème, en fait. C'est comme ça qu'il faut taper les Spurs qu'il faut jouer les Spurs en défense. C'est une équipe qu'il faut attaquer dans la peinture, parce que même si j'ai lancé quelques fleurs à Jakob Poeltl, ça reste pas non plus, c'est pas un immense protecteur de raquettes. Et sur les lignes extérieures, c'est très bien coaché, mais il y a pas des joueurs qui peuvent gêner vraiment des gros attaquants. C'est pour ça que notamment sur le pick and roll, ils sont parfois en difficulté, quoi. Quand tu vois leur effectif, t'as peu de spécialistes défensifs déjà, voire aucun. Et tu te dis que ça va être compliqué. Après, il reste moyen parce que ça défend intelligemment, en fait. Ils respectent leurs principes, ils orientent bien souvent les joueurs sur le 1 contre 1, ils aident correctement. Mais tu sais que quand le niveau va passer au-dessus, quand ils vont se faire bouger athlétiquement ou par du jeu analytique, ça va être compliqué. Par exemple, Oklahoma les a pas joués cette année. J'ai hâte de voir le match parce que je sais que Oklahoma va leur rentrer dans la gueule tout le match, en fait. Et c'est là que ça va être intéressant de voir s'ils sont capables de répondre aussi athlétiquement. Ouais, rien d'autre à rajouter, Alan, sur la défense des Spurs on va en parler, on va encore un peu parler de l'équipe, mais on va glisser tranquillement vers les playoffs. C'est clairement le truc qui me fait peur en plus, en vue des playoffs.
Tu vois, c'est plus la défense qui te fait peur. Bah, on peut en parler maintenant. En fait, j'avais lu un article qui était assez vrai à ce sujet-là, quand c'est leur défense qui amène leur attaque aux Spurs. C'est bête de dire ça, c'est un peu toujours le cas, mais c'est assez vrai avec les Spurs. Mon problème, c'est que l'attaque des Spurs, j'ai l'impression que c'est une attaque, je vais pas dire que c'est une attaque de saison régulière, mais c'est une attaque de saison régulière, parce qu'en fait, comme l'a dit Pierre, c'est assez surprenant de jouer une équipe qui joue beaucoup de la création, qui part du poste, du pick and pop. C'est des choses, les joueurs se sont entraînés à défendre du pick and roll qui est surjoué en NBA. Le fait est que sur une série de playoffs en 7 matchs, tu vas peut-être surprendre l'équipe en face une fois, 2 fois, mais tu l'auras pas sur 4 matchs en jouant tout le temps ces mêmes principes-là. Et j'ai un peu du mal à voir comment cette équipe des Spurs peut se renouveler. Défensivement, j'ai très très peur des lignes arrière à l'ouest, en fait. Parce que les lignes arrière à l'ouest, elles sont blindées. Ouais. Ils vont faire comment s'ils vont en playoff? Enfin, je veux dire, le meilleur tirage pour eux, c'est les Clippers, et on en parlera plus tard, c'est assez peu probable comme affrontement au premier tour. Après, par rapport à ce que tu viens de dire offensivement, je sais pas si je suis complètement d'accord avec toi, parce que je me dis, arriver en playoff, en fait, ils vont faire encore plus ce qu'ils font maintenant, ils vont faire que du post-up. Au mieux de, tu vois, ils vont se dire, dans tous les cas, on n'a pas l'avantage si on court, on n'a pas l'avantage si on joue un jeu analytique, et ben on va jouer encore plus notre carte atypique, entre guillemets, et ben toutes les actions, c'est du DeRozan en post-up pour de la création, ou de l'Aldridge en post-up pour de la création. Et ça, sur du jeu, je pense, ralenti et lent, et où tu joues beaucoup de demi-terrain, ils ont DeRozan et Aldridge qui sont des armes pour répondre à ça. Après, je pense qu'il y aura des moments où si un des deux passe à côté, ça va être très 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 compliqué comme tu l'as dit, mais je pense qu'ils vont se tourner vers cette optique-là, en fait, de faire que du post-up et de donner la balle à Aldridge et DeRozan quasiment tout le temps, parce que les autres seront pas capables de jouer à ce niveau-là. Et tu vois, comme j'ai dit aussi, peut-être qu'un Rudy Gay aussi sera beaucoup plus important en playoff parce que lui, il est capable de créer, ou peut-être des joueurs comme ça seront plus importants, à voir peut-être qu'ils bougeront aussi à la deadline, mais pour l'instant, moi je vois que cette solution-là, et défensivement, après, comme tu l'as dit, ils vont devoir trouver des solutions et peut-être du renfort, parce que ça va être faible. Peut-être qu'après ils joueront des line-up sans meneur, peut-être qu'il y aura ni Forbes ni Mills sur le terrain et qu'ils mettront White, Gay et ces joueurs-là qui sont un peu plus physiques pour répondre athlétiquement. Après, je suis d'accord, ils vont pas changer. Je suis d'accord sur le fait qu'ils vont pas changer de tactique, mais je pense que vu le profil des équipes qui peuvent affronter sur un premier tour de playoff, alors déjà la plupart ont un mec qui vont pouvoir coller à DeRozan à l'aile, et on sait à quel point ça va poser problème à DeRozan. Enfin, ils vont leur mettre un ailier, un type Paul George, on sait pas trop, ou un autre. Et on sait que DeRozan, c'est typiquement le genre de profil. On a assez de matière sur ça, sur les anciens playoffs à l'Est pour savoir que ça lui pose problème. Quant à Aldridge, je pense que les équipes vont tout simplement faire le pari comme l'avait fait, comme le faisaient en fait les équipes qui jouaient Aldridge tous les ans. Enfin, toutes les équipes qui jouent Aldridge en playoff font le pari de dire Lamarcus, mets-nous 40 points. C'est pour ça qu'Aldridge a des très bonnes stats en playoff. Mets-nous 40 points, mais on sait, on va t'interdire de créer, tu ne crées rien en sortie de poste. Tu vas prendre que des tirs en fadeaway. Ouais. Et quitte à faire jouer le troisième pivot et qui prend 5 fautes, on s'en fiche. Parce que, au pire, on amène de la viande. Ça, c'est parce qu'il y a, comme vous l'avez dit, il y a un manque d'autres créateurs ballon en main dans cette équipe sur les lignes arrière. Il pourrait en avoir un, avec le rookie Lonnie Walker, mais il a été blessé toute la saison. Donc tu peux pas compter sur lui. Parce que c'est un joueur qui peut avoir ça. Déjà, on compte pas sur un rookie, mais alors encore plus un rookie qui a été blessé, impossible de compter sur lui. Donc ils ont pas ces créateurs ballon en main, et c'est vraiment problématique pour les séries potentiellement de playoffs, même les gros matchs de fin de saison, parce que même s'ils vont peut-être pas aller en playoffs, ils vont jouer des gros matchs de fin de saison qu'il faudra gagner pour aller en playoffs. Et là, leur attaque pourra être plus caricaturale, comme vous l'avez dit. Et l'absence d'un playmaker ballon en main, capable de créer pour lui et pour les autres, mais surtout pour lui, sur la base arrière, peut vraiment manquer pour moi. Puis après, tu vois, même si Pop est un génie du coaching et autres, créer des systèmes pour libérer les joueurs en playoff, quand ça s'en défend vraiment fort, c'est beaucoup plus compliqué et ça marche beaucoup moins. Et au final, quand tu regardes même les autres années des Spurs, même les dernières années de playoff ou même les dernières années du titre, il y a toujours, comme l'a dit Alan, il y avait toujours des créateurs balle en main. T'avais du Parker, t'avais du Kawhi qui était capable de scorer, t'avais même Ginobili en sortie de banc, t'avais ces joueurs-là qui créaient pour les autres et qui t'apportaient des fois ce panier supplémentaire sur une action individuelle, sur autre chose. Et là, juste avec DeRozan et Aldridge, est-ce que tu vas pas être un peu short en fait à ce niveau, dans cette optique-là? Je pense que ça va être compliqué. Ah, mais t'es short même. Globalement, t'es short. Oui. Faut souligner.
Moi, je sais que Popovic, j'ai un peu du mal des fois parce que sur certains aspects, je trouve que, typiquement, ça, on peut croire que ça n'a rien à voir, mais ces interviews où il donne 4 mots aux journalistes, moi, ça a le don de m'énerver parce que, ça serait un autre coach, il prendrait limite une amende. Popovic, on rigole, ça a toujours eu le don de m'énerver. Mais ce qu'il fait cette année, c'est très fort. Je veux dire, en termes de temps de jeu, le 3e joueur le plus important de l'effectif, c'est Bryn Forbes. Enfin, je veux dire, je veux pas manquer de respect à Bryn Forbes, mais... Il a pas été drafté, Bryn Forbes, en plus, je crois. Je crois que c'est un joueur même pas drafté. Donc, t'imagines quand on voit les autres écuries qui se classent au même niveau que les Spurs à l'ouest, c'est vraiment un tour de force. Mais c'est peut-être pour ça, parce qu'on va commencer à en parler maintenant, c'est peut-être pour ça, parce qu'on est à 40 matchs joués pour les Spurs, donc il faut commencer à parler playoffs avec ce genre d'équipe. On a beaucoup parlé de ce moment où les Spurs ont enchaîné les victoires depuis début décembre, mais quand on regarde, moi, inévitablement, j'ai regardé leur calendrier, beaucoup de matchs joués à domicile. Alors certes, des matchs aussi contre des bonnes équipes comme Denver, Boston, mais beaucoup de matchs joués à domicile, et une réussite énorme au shoot, mais pas non plus, ils ont laissé des matchs en cours de route. Est-ce qu'ils vont en play-off? Parce que et Alan m'a déjà donné la réponse, leur fin de saison est assez compliquée. Il leur reste donc 41 matchs. Ils en ont 23 à l'extérieur. Et ce qui fait peur, c'est que pour l'instant, leur bilan à l'extérieur, il est de 6 victoires pour 12 défaites. Moi, je pense que ça, ils vont y aller, hein. Parce que tu vois, maintenant, on est presque à mi-saison, comme tu l'as dit. J'ai l'impression qu'il y a une petite, tu vas en parler de l'Ouest à 14 équipes, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite bascule qui s'est faite. Maintenant autour du 8-9 où t'as des équipes en positif et les autres un petit peu en négatif autour des 50%. T'as Utah qui est entre les deux qui peut sûrement remontrer. Mais là, je pense que t'as tes 9 premiers de la conférence en fait si tu regardes le classement actuel. Et les Spurs ont quand même réalisé la bascule de passer largement en positif. Et je pense que ça peut tenir en fait parce qu'il y a peut-être d'autres équipes qui elles aussi seront moins bien. Actuellement, il y a les Lakers qui sont pas bien sans LeBron. T'as les Clippers, on se demande jusqu'à quand ça va tenir s'ils sont pas à l'abri d'une blessure. Ils sont pas trop les Clippers en ce moment. Ouais, et puis t'as Gallinari qui se blesse comme chaque saison, c'est fini. Donc tu peux te dire qu'ils seront en play-off. Par contre, ils risquent d'être en fin de, autour de la 8e place. Et là, au premier tour, ça va être très compliqué parce qu'ils vont prendre un gros et sûrement une équipe qui vont avoir énormément de mal à défendre et à battre. Par exemple, là, actuellement, s'ils prennent Denver, Oklahoma City ou Golden State, je les mets pas du tout favoris et avec très peu de matchs gagnés. Alan, l'autre versant, pourquoi ils vont pas en play-off? Ils vont pas aller en play-off parce que le calendrier, c'est un truc important, comme tu as dit, ils ont un calendrier qui est pas du tout positif pour eux, pour la fin de saison, et l'adresse peut pas rester comme ça. Je refuse de croire que l'adresse peut rester comme ça pendant encore 3 mois de compétition. Elle ne va pas être retombée à celle qui était en novembre, mais elle va pas non plus être celle de là. Donc ça va être une équipe, je pense, qui va gagner moins de matchs, qui va avoir du mal à gagner à l'extérieur, comme tu l'as dit. Et dans une conférence ouest où même si Pierre a parlé d'un petit trou, c'est un petit trou, mais en une semaine, le trou, il est bouchable. Donc, non, je pense pas. Ouais, enfin, je suis d'accord avec Pierre, mais justement, j'écoutais ça, c'était dans le podcast Lockdown NBA avec Sam Amick, et je suis d'accord avec Pierre, il disait exactement la même chose. Je pense qu'on a les 9. Hein. Je pense que Kings, Grizzlies, Mavericks... Ouais, mais ils peuvent battre les Spurs sur des matchs, ces équipes-là. C'est pas victoire automatique. C'est plus dans ce sens-là que je le dis. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ces équipes-là iront peut-être pas en play-off, mais ça veut pas dire victoire impérative pour les Spurs. Ouais, moi, tu vois, je pense comme Ben qu'on a les 9. Peut-être que les Kings, qui ont normalement un calendrier un peu plus favorable, qui ont passé un dur mois, là, je crois, et qui sont encore à peu près dans les eaux avec Utah, peut-être que eux pourront s'affirmer, peut-être, ça dépend de leur progression encore de leur jeune, mais je pense que les 9, tu les as, quoi. Donc les Spurs, pour moi, vont trouver des solutions pour tenir et vont potentiellement... Pour moi, je pense qu'ils vont bouger aussi à la deadline, en fait. Ils vont ramener un créateur balle en main qui leur manque. Alors contre quoi et qui, j'ai pas réfléchi, mais je pense qu'ils peuvent être agressifs. Ce qui est assez rare. Oui, ça m'a surpris quand t'as dit ça. Parce que c'est pas dans la philosophie. Mais ça pourrait se comprendre. Parce que là, je pense qu'ils se rendent compte aussi, Popovic doit se rendre compte des limites de son effectif. T'as quand même pas mal de joueurs blessés. Pour moi aussi, t'as des joueurs qui se ressemblent et peut-être qu'au bout d'un moment, quand il y aura des retours de blessures, ils seront trop semblables, en fait. Tu pourras peut-être pas tous les faire jouer. Et je pense potentiellement, ils peuvent être un petit peu agressifs, aller chercher un ball handler, souvent comme t'as un mec d'une équipe moyenne ou pas bonne et qui veut changer et qui veut lécher un contender, t'en as souvent. Enfin, un contender, c'est un grand mot, mais voilà. Ouais, je vois. Moi, je pense qu'ils peuvent quand même perdre des matchs contre des équipes qui sont plus basses qu'eux en play-off, dans le classement à l'ouest. Et rien que pour ça, je pense pas que c'est une équipe qui est taillée pour aller en play-off.
tout le monde peut perdre des matchs contre des équipes plus bas que à l'Ouest. Hein. J'avoue que en ce moment, les Kings, ils ont battu qui les Kings? Ils ont battu Oklahoma City. Énormément de monde. Oui, ils ont battu énormément de monde. Là, ils ont failli battre Golden State hier, c'était pas loin. Enfin, mais ils ont déjà dû peut-être même les battre. Non. Non, ils ont pas, mais 3 fois, ils étaient à 2-3 points de les battre. Même Memphis a battu des équipes, les Pelicans ont battu des équipes, Minnesota aussi, Dallas au domicile, c'est costaud, tu perds des matchs contre les équipes derrière toi. Ouais, mais ils peuvent pas shooter comme ça encore pendant 3 mois. Ça, je suis d'accord. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Moi, ce qui me fait juste peur, c'est que... Alors, je me contredis par rapport à l'année dernière, mais Utah, pour moi, Utah est en play-off. Parce qu'ils ont le calendrier le plus abordable. Ils ont un début de saison affreux. Donc, mécaniquement, il faut éliminer quelqu'un. Alors déjà, pour moi, les 3-4 duos, c'est-à-dire Nuggets, Thunder, Warriors, Rockets, ils y sont. J'ai du mal à retirer les Blazers et les Lakers. Donc, en fait, il y a 2 places pour 3 entre Clippers, Spurs et Jazz. Ouais, je pense qu'en vrai, ils peuvent être devant les Clippers. Ça me surprendrait pas. Mais je me dis, c'est difficile. Mais vu que je les ai mis, et surtout parce que je suis biaisé parce que j'ai dit avant la saison, j'ai envie d'avoir raison, parce que je suis une tête de mule, mais franchement, les pourcentages au tir du mois de décembre, c'est ahurissant. Donc, on revient dans un mois et on verra dans un mois où ils en sont. Les pourcentages du mois de janvier. Mais en dehors des pourcentages, c'est juste les pourcentages, parce que ils vont peut-être pas les maintenir comme ça, mais on peut imaginer qu'ils vont pas non plus s'effondrer. Et sans s'effondrer, s'ils continuent avec ce rythme-là, ils vont pas être bien loin. C'est les pourcentages et le calendrier qui va s'étoffer, plus de matchs à l'extérieur. Ok. Parce que ce qui est intéressant, on en parle souvent de ce site-là, 538, qui est un site de data analyse d'Américains. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand tu regardes leur prédiction au niveau des chances de faire les playoffs, le Jazz est à 92%. Alors qu'à l'heure actuelle, ils sont pas en playoff. Hein. Et les Spurs? Et les Spurs, justement, c'est la suite, ils sont à 48%. Ouais. Je crois que c'est ça, dans le podcast de Nate Duncan la semaine dernière, il disait que les Spurs, selon ce site-là, avaient le plus de chances de terminer 12e, je crois. À l'ouest, mais avec énormément de victoires. Bah c'est ça en fait. En gros, selon 538, comme on l'a un peu dit, ça va jouer entre... Enfin non, on l'a pas vraiment dit comme ça, mais ça devrait jouer entre Clippers, Spurs et Lakers. Ils les ont les 3 équipes à 43 victoires, ce qui est énorme pour pas faire les playoffs. Mais je pense que ça va vraiment jouer. Je mettrais peut-être pas les Lakers, parce que les Lakers, il y avait eu un vrai mieux avec LeBron, enfin les derniers moments avec LeBron, mais... Les Lakers, oui. Sans LeBron, c'est pas simple. Ouais. Et le problème des Spurs. Après, il y a... Ouais, vas-y Pierre, vas-y. Et après, il y a un truc aussi révélateur à l'ouest du classement, c'est si t'es capable de gagner à l'extérieur. Et que ça soit à l'est ou dans les autres équipes de la conférence ouest, il faut que tu sois capable de ramener des matchs à l'extérieur, parce qu'à domicile, il y a beaucoup d'équipes qui sont, très fortes. Si vous regardez les bilans à domicile des équipes à l'ouest, c'est tous largement en positif, et les Spurs sont par exemple à 17-5. Par contre, c'est là où ça fait la différence, c'est à l'extérieur, où les premiers sont en positif, et où quand t'arrives au niveau des Spurs et des autres, sont en négatif. Et je pense que ils vont devoir réussir à exporter et leur défense et leur adresse pour gagner les matchs. Et c'est peut-être là que le doute peut être beaucoup plus présent, parce que c'est beaucoup plus difficile à faire. Ouais. Rien que leur rodeo trip, par exemple, leur habituel rodeo trip, qui sera coupé par le All-Star Game, mais ils vont donc enchaîner Kings, Warriors, Blazers, Jazz, Grizzlies, Raptors, Knicks, Nets. Bon, les 2 derniers sont plus abordables, mais c'est des sacrés morceaux. Et il y a, comme pour un peu corroborer ce que dit Alan, là, il y a très peu de matchs. Par exemple, Kings, Warriors, Blazers, Jazz, Grizzlies, Raptors, tous à l'extérieur. À part le Grizzlies et le Kings, ils sont pas favoris. Ils sont favoris de nulle part. Donc, ça va être assez compliqué. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur... Oui. Mettez DeMar DeRozan au All-Star Game. Arrêtez de voter pour Luka Doncic, et DeMar DeRozan, un autre exemple de jeu. Non, mais... À un moment donné, on en parlera sûrement plus tard, mais DeMar DeRozan doit être au All-Star Game cette année. Après, c'est pas Frank-Court. Oui, il est considéré quoi? Tu le mets au All-Star Game? Moi, je pense. Non. Pour moi, en tout cas, il fait une saison All-Star. Plus que certains qui ont plus de votes que lui. Pas course, il y a du monde. Hein. Oui, il mérite plus que Derrick Rose. Oui. Déjà. Ça, oui, mais ça, c'est une ineptie. Enfin, si tu mets, on va dire, Curry, Harden, Westbrook, Lillard. Il doit pas être bien loin, parce que Clay, il doit pas y aller, c'est un scandale si Clay. Moi, je le mets avant Clay, je le mets avant avant McCollum. Aussi, McCollum et Clay McCollum, ils doivent pas y aller. Je le mets avant n'importe quel joueur, avant ceux des Clippers, avant ceux de Denver,
Aux Lakers, c'est pareil. Il y a Donovan Mitchell, mais je le mets même avant, je pense. Enfin, tu vois, pour moi, il est All-Star Game. Ce qui serait un sacré tour de force, parce que ça, personne le pariait. Tout le monde, justement, et nous les premiers, on expliquait, maintenant qu'il est à l'Ouest, il va plus jamais voir le All-Star Game. Ce qui serait beau, quand même, qu'il réussisse à le faire. Oui, mais c'est... Puis surtout, s'il laisse les Spurs à cette place-là avec un bon bilan, il doit y être. Tu vois. Ouais, ça peut se comprendre. Après, je sais pas. Moi, j'avoue, et encore une fois, je le cite, mais Nate Duncan, donc son podcast d'énarque sur la NBA qui donne plein de chiffres et tout, il disait avoir énormément de mal à cerner les Spurs. Et moi, j'avoue aussi que j'ai énormément de mal à cerner. Ça sera peut-être le point final, mais entre ce mois de novembre très difficile et là où les étincelles actuelles, je vois pas du tout c'est quoi, c'est une équipe à combien de victoires, ou si tu le niveau moyen, j'ai énormément de mal à comprendre les Spurs. Ce qui est paradoxal, parce qu'on a toujours l'impression que les Spurs c'est la force tranquille, tout le monde sait ce que valent les Spurs, et en l'occurrence là, honnêtement, c'est un mystère ce que valent les Spurs. Après l'effectif a tellement changé. C'est ça. C'est l'excuse. C'est pas une excuse, mais c'est l'argument que donnait Pop. C'est qu'en gros, notre mois de novembre, il était difficile parce que les 2/3 de notre effectif a changé. Enfin, c'était une de ses déclarations. Ce qui peut se comprendre. C'est vrai aussi, hein. T'as perdu des joueurs, légendaires, on va même dire, de ton effectif. T'as perdu Kawhi. Enfin, même s'il jouait pas, il y a beaucoup de changements. Donc le temps de mise en place, même le temps d'analyser ce qui se passe, puis de réagir, enfin il y a beaucoup de choses encore, et je pense qu'on n'a pas la version définitive des Spurs. Ok, ça sera le mot de la fin, parce que là je viens de zioter le chronomètre. On devait faire une partie légèrement plus courte que d'habitude, forcément on n'a pas réussi, donc on va s'arrêter là sur les Spurs. N'hésitez pas à nous dire sur Twitter, Facebook si vous les voyez en playoff, et nous on va se retrouver juste après la petite pause pour parler, j'attends ça, pour parler de MVP. Overtime, comme on vous l'avait promis, un petit point MVP. On a fait comme vont le faire les journalistes dans quelques semaines, quelques mois même, vu que ça a été très intelligemment déplacé. On a fait chacun un top 5, on ne les connaît pas. Enfin, Pierre connaît celui d'Alan, vu qu'Alan a partagé son écran. Enfin bref, ça c'est les secrets de backstage. Je vous propose, les gars, un par un, de donner notre top 5 et ensuite de réagir. On va aller... j'ai donné la parole en premier dans l'épisode à Alan en le présentant, donc Pierre, c'est toi qui commence. Premier, Giannis Antetokounmpo. Deuxième, James Harden. Troisième, Paul George. Quatrième, Joel Embiid. Et en cinquième bonus, Nikola Jokic. Alan? En premier, j'ai Giannis. J'ai Paul George en 2, Harden en 3, LeBron en 4 et Embiid en 5. Alors, je suis tellement déçu. J'ai Giannis en 1, Harden en 2, Jokic en 3, Paul George en 4 et Embiid en 5. Alors, j'avais préparé un monologue anti-Kawhi et aucun de vous n'a mis Kawhi. Non. Pourquoi vous l'avez pas mis? C'est ça qui m'intéresse. Il y a meilleur que lui. Non, enfin, je le trouve moins déterminant et impactant sur le jeu que tous les autres qu'on a pu citer en fait. Non pas qu'il performe moins, non pas qu'il fasse une moins bonne saison, mais je le trouve moins. Tu vois, les autres c'est le jeu de toute leur équipe, entre guillemets presque. Tu vois, et je le trouve moins dans dominant comme peuvent être tous les autres joueurs qu'on a cités, je pense. Alan, c'est le même argument de ton côté? À part Paul George, c'est des joueurs qui sont l'équipe dans laquelle il joue. On voit LeBron, les Lakers sans lui, comment ça se passe. Embiid, malgré qu'il y ait Simmons Butler, c'est le baromètre des Sixers. Et puis Giannis et Harden, c'est énorme ce qu'ils font. Surtout Harden, qui a remonté le classement depuis 2-3 semaines là, parce que ce qu'il fait, c'est, même si c'est pas quelque chose c'est pas un joueur qui me fait vibrer, c'est quand même énorme ce qu'il fait. Après, Kawhi, pour l'instant, gagne des points sur ces dernières semaines où il a réalisé son record en carrière, où il a mis quelques tirs clutch. C'est ces choses-là qu'il faut qu'il montre encore plus pour être, pour moi, plus haut dans le MVP, en fait. Moi, en fait, et c'est pour ça que j'avais préparé mon argumentaire et que je parlais de revanche depuis une semaine, c'est que moi, là, mon argument anti-Kawhi, c'est l'argument qu'on m'a sorti il y a 2 ans avec Joel Embiid. Il joue pas assez de matchs, les gars. Les matchs, vous savez, les fameux matchs, là. Il joue pas assez de matchs. Voilà. Non, mais en fait, j'étais assez surpris que vous ne l'ayez pas mis parce que dans toutes les courses MVP, il est très haut. Et moi, je comprends pas que Kawhi soit aussi haut. Il a déjà raté 9 matchs depuis le début de la saison. Et je suis désolé, là, c'est vraiment de la gaminerie, mais je renvoie à l'argument qu'on m'a renvoyé par rapport à Kawhi MVP annoncé par
pas mal de gens en contact ou dans un trio avec Harden et Giannis, il joue pas, les gars. Il rate un match sur 5 de son équipe. Il joue pas assez. Pour moi, il peut même pas être considéré dans la course au MVP. Juste, l'année, ça fait quoi? 18 matchs loupés? Eh ben, merci Pierre de me lancer là-dessus, parce que j'ai ouvert mes grimoires. Les MVP qui ont raté le plus de matchs. Alors, depuis 55-56, depuis le début, 10 MVP ont joué moins de 75 matchs. Kawhi est déjà à moins de 75 matchs, hein, même s'il joue tout jusqu'à la fin. Sur les 10, il y en a 2 qui comptent pas parce que c'est des saisons lockout, c'est-à-dire Karl Malone et LeBron. Donc sur les 8 qui ont joué moins de 75 matchs, il y en a 6 qui datent d'avant 1980. Bill Walton, Bob Cousy, Bob Petit 2 fois et Will Chamberlain. Donc les 2 seuls MVP récents à moins de 75 matchs joués, c'est Allen Iverson qui était à 71 et James Harden l'année dernière à 72. Mais on parle de mecs qui ont fait des saisons incroyables en ratant 10 matchs. Kawhi, pour moi, il est disqualifié. Il peut même pas être dans la course. Surtout, son équipe a gagné à Golden State sans lui. Oui, c'est plus ça qui est problématique. Après, il y a pas, ce qui est le problématique de ça, c'est qu'il y a pas de critères définis. T'as pas en pourcentage de nombre de matchs joués ou un truc comme ça. Après, c'est comme significatif que depuis 55, il y en a que 10, oui, bien 8 sûr. Même. Ouais. 8 à moins de, en gros, si tu rates plus de 7 matchs, t'as pas le MVP. Ça marche comme ça. Et après, nous, je pense aussi, on l'avait pas mis parce qu'on est assez bas sur Kawhi de base, nous 3 notamment. Ou voilà. Tu penses que c'est ça? Non, peut-être mais ça en fait partie de pas le mettre dans le top 5. Tu vois, moi, je pense que je l'ai dans mon groupe de 4, 5, 6, 7, où c'était assez serré. Ouais, de poursuivants. Mais de 4, 5, 6, 7 hors top 3. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus type Tom, je pense qu'il a peut-être dans son top 3, par exemple. Voilà, si Tom, tu m'entends pas à ce moment-là, mais si tu l'as dans ton top 3, après ce que tu m'as dit sur Embiid, Tom, je t'attends. Alors, je sais que c'est extrême parce qu'Embiid avait joué que 38 matchs. Mais pour moi, en fait, l'argument des matchs, il est totalement ridicule parce que quand tu as affaire à un truc exceptionnel, la règle des matchs, elle compte pas. La règle des matchs, c'est un tiebreaker quand c'est vraiment serré. Bon, il y en a un qui en a raté 10, il y en a un autre qui a joué les 82. On le donne à celui qui a rien raté. Mais en soi, l'argument des matchs, s'il y a quelque chose d'exceptionnel, pour moi, ça ne vaut pas. Par exemple, prenons un autre exemple, Curry, qui est dans le classement de personne, hein. Curry, il y a un moment, il a raté 11 matchs, Curry. Mon problème, c'est pas tellement ces 11 matchs ratés, c'est que depuis son retour, il est qu'un. Mais sur son début de saison, il était incroyable. J'aurais pu imaginer lui donner malgré les matchs ratés. Non, mais c'est important. Franchement, c'est important. Le nombre de matchs, bien qu'on rigole avec toi il y a 2 ans, c'est important. C'est majeur dans un titre de MVP. Ouais, surtout plus que dans un titre de rookie de l'année, tu vois. Enfin, vraiment MVP, c'est. MVP, c'était t'es le joueur le plus important de ton équipe, des 30 équipes en gros. Et donc c'est tous les soirs, quoi. Question par rapport, on a tous les 3 Giannis en numéro 1, question à laquelle j'ai la réponse, mais vu que je suis un peu le présentateur, je dois la poser. Est-ce qu'il a pas un peu le CV parfait là à l'heure actuelle? Moi aussi. Meilleur bilan de sa conférence et de la NBA, progression par rapport à l'année dernière. Il est toujours plus impactant, efficace et fort. Et indéfendable même. Ça en vient à des matchs où il joue 16 minutes. Là, le dernier match où ils ont détruit contre Atlanta. Voilà, c'est le profil parfait en fait du MVP. Aussi parce que c'est un parti de renouveau, une partie de l'après LeBron à l'Est. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que le vote est facile pour Giannis, on va dire. Est-ce que, je vous pose la question, on avait eu ce débat-là il y a 2 ans de ça, quand il y avait à cette même période de l'année janvier, donc il y a 2 ans, ça nous remet janvier 2017, on avait eu ce débat avec le trio Harden, Westbrook, Leonard qui se dégageait, et le fait que Leonard n'avait pas de performance majeure. Alors je dis ça le lendemain d'un match à 46 points de Giannis, mais le fait est que, je sais pas vous, mais moi quand je me suis dit ok, Giannis est MVP, je me suis dit sors-moi le gros match dominant de Giannis. Il y a pas de match il y a pas de truc marquant comme on va en parler après, mais Harden peut l'avoir lui. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi et c'était un argument que moi j'avais souligné contre Kawhi même à l'époque, et c'est vrai que il a des gros matchs statistiques, mais t'as pas un match où tu dis OK, Giannis là c'est injouable. C'est un argument que tu peux soulever, mais il est tellement régulier en fait soir après soir que il a quand même fait énormément de matchs à plus de 30 points. Là, il en a fait un à 43 après 2 sorties où il avait moins joué. Enfin, tu vois, il y a quand même des gros matchs, hein. Il y a quand même des gros matchs. Mais t'attends Après, t'attends quand même 7 performances, point d'exclamation d'une saison. Je suis d'accord avec toi. C'est ça, ouais. C'est vraiment, je pense, je me suis mis dans la tête
d'un votant, d'un journaliste NBA, tu te dis, on sera quoi, fin avril? Ah, qu'est-ce que je peux ressortir de la saison de Giannis? Et alors, on dit pas il a été constant, c'est un des tout meilleurs joueurs de la NBA. Et je pense que c'est pour moi l'année où il est rentré dans le top 6-7, c'est cette année. Mais il y aura pas ce match où, comme les Westbrook avait eu des buzzer beaters, Harden avait eu des triple-doubles à 50 pions. T'auras peut-être pas ça à côté de Giannis. C'est peut-être le seul petit point noir. Bon, c'est susceptible d'arriver, hein. Oui, bien sûr. Alan, rien à rajouter par rapport à Giannis, qu'on a tous numéro 1 pour l'instant? Non, vous avez tout dit, il n'y a pas besoin de faire plus. Du coup, je vais te poser une question. Il y a Basketball Référence, encore une fois, qui fait sur un algorithme statistique, en gros, les pourcentages de chances d'avoir le MVP. Giannis est à 41, le suivant, c'est Harden, il est à 18. Est-ce que, selon toi, Giannis, à ce stade, il est largement MVP? C'est-à-dire sans vraiment débat possible? Non, mais je vais encore faire mon politicien, là. Ouais, je vais dire ouais. Pour moi, il est premier et bien premier. Je suis assez d'accord. Pierre? Bah, c'est le seul contre qui t'as pas de gros contre-arguments, en fait. Tu vois, parce que Harden, on va en reparler, mais t'as des points qui sont négatifs, et les autres aussi. Et je pense que Giannis, c'est un peu, tu te cherches le défaut, en fait. Et pour moi, ouais, il a une petite avance à ce niveau-là. Après, la concurrence peut arriver très, très, très vite. C'est pour ça qu'on en parlait. Moi, j'ai l'impression qu'on est, les années d'avant, on cherchait à éliminer les gens, on cherchait à éliminer les prétendants et à trouver des tie-breaks, des petites différences. J'ai l'impression que cette année, on cherche à trouver des points positifs aux gens. Et c'est pour ça que c'est peut-être pas, à part Giannis, on va revenir au prochain, c'est peut-être pour ça que il y a une petite différence. J'avais Harden numéro 2, alors de tête, c'est ça l'intelligence de pas donner ces classements, c'est qu'en fait j'ai plus de tête. T'avais Paul George numéro 2, Alan, je crois. Pourquoi tu le mets devant Harden? Pour sa régularité depuis le premier match de la saison, parce que c'est des deux côtés du terrain, parce que c'est le meilleur joueur d'OKC et mon partenaire de ce podcast est mieux placé pour le dire que moi, je pense. C'est vrai. Non, c'est vrai. Depuis le début de la saison, parce que je pense que même si Giannis est aussi très fort en défense, c'est le meilleur two-way player sur la saison depuis les 2 premiers mois. Pierre, je vais te donner mon contre-argument et tu vas me dire si t'es d'accord, mais je l'ai mis 4 alors que j'ai dit genre il y a 15 jours qu'il pouvait être MVP, mais je me suis dit c'est méchant ce que je vais dire, mais il ressort, c'est le meilleur joueur d'OKC, mais dans le collectif d'OKC, j'ai pas l'impression qu'il fasse un truc exceptionnel en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que il fait pas une saison individuellement extraordinaire. Et c'est ce qu'on demande à MVP, c'est d'être extraordinaire, historique. Giannis a 26-12, on va revenir sur Harden après, mais Giannis déjà lui il a 26-12-6, c'est un truc jamais vu depuis Oscar Robertson. Paul George fait peut-être sa meilleure saison en carrière, mais il est pas sur des bases d'une saison historique individuellement. Bah après il est quand même à plus de 30 points en décembre, enfin il y a 2-3 stats qui sont qui flambent un petit peu, mais après on a déjà vu tellement de choses à OKC niveau statistique et niveau performance que ça pèse peut-être moins. Après il y a peut-être une chose moi qui m'embête, c'est oui, c'est le meilleur joueur d'OKC et de assez loin au final cette saison vu le niveau au tir de Westbrook cette année, mais c'est pas l'image de la franchise. C'est Westbrook en fait. Tu vois, c'est pas lui le dépositaire du jeu, c'est ça la différence en fait qu'il y a peut-être avec d'autres joueurs et là où il rejoint peut-être un peu plus Kawhi, c'est que il porte l'équipe au niveau du scoring, il porte l'équipe dans des moments chauds, il a des moments inarrêtables. Enfin, il y a le nombre de matchs, là, il était encore à 35 points contre Portland, au bout de 3/4 temps, il a porté l'équipe. Mais c'est quand même Westbrook qui te fait ta franchise, en fait. Et c'est peut-être ça, moi, qui l'empêche d'être plus haut encore dans le MVP, sachant que c'est le meilleur two-way player de la ligue, comme l'a dit Alan, et qui sera aussi dans le classement au défenseur de l'année. Après, niveau statistique, t'es un peu dur avec lui quand même, Ben, parce que c'est quand même très très costaud, que ce soit au niveau des pourcentages, au niveau des performances, notamment en scoring. Mais pas pour un MVP. Un MVP. Attends, il est à 27. Il est à 27-8-4. Hein. 27-8-4. Ouais, les gars, un MVP. Vous voyez les stats des MVP les dernières années? Ah, mais il y avait des ovnis. Enfin. Ah, mais maintenant, le mec premier, il est à 26-12, il est à 26-12-6. Le deuxième, il est à 33. C'est un truc jamais vu sur les 10 dernières années. Mais il fait ça des deux côtés du terrain. Paul George, c'est le meilleur défense. Ce qu'il fait défensivement, il a éteint pas mal de bons ailiers NBA cette année. Harden, il défend pas un gramme, pas un millimètre. Je suis désolé, mais quand c'était l'année de Kawhi, la défense, on m'avait expliqué que la défense, ça comptait pas autant que l'attaque sur MVP. Ça compte pas, ça compte pas autant, mais ça peut rentrer en compte quand même. Je sais pas, je trouve qu'il fait c'est un first team All NBA, mais c'est pas un MVP. Non, c'est pas le MVP.
Sinon, c'est pas le MVP, c'est qui est le meilleur joueur offensif de la NBA et on le donne à... Voilà, franchement... Après, moi, je te rejoins, Ben, c'est pour ça que j'ai mis 3ème aussi, c'est qu'il est dans le top de la ligue, mais il est pas MVP. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Son équipe, elle est en haut de l'Ouest depuis le début, tandis qu'Harden, ok, c'est énorme, mais il y a un mois, ils étaient pas en play-off. Hein. Et un mois, Harden n'était pas dans nos classements aussi. Voilà, Harden, il est monté très très vite, ok, mais si en termes de longévité, on parlait de, il faut pas rater des matchs et tout, mais il faut aussi jouer bien pendant toute l'année. Et ce que fait Paul George, il y a pas de mauvais match de Paul George depuis le début de l'année. Hein. Oui, mais c'est un peu l'exemple, tu préfères un mec qui tutoie l'Olympe à un moment, comme Harden, ou un mec qui est très 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 haut tout le long de la saison, contre un mec qui des fois est plus bas que lui. Enfin, c'est pas du tout clair ce que j'ai dit, mais en gros, il est c'est plus des vagues Harden, mais le niveau d'Harden, or qu'on aime ou on n'aime pas, enfin, le mec, il enchaîne des matchs à 40 points, il est à plus de 33 points de moyenne, quoi. Ouais. Oui, après, moi, c'est pour ça que j'avais top 2 moi aussi, c'est qu'actuellement, ce qu'il fait, c'est indécent, hein, James Harden. C'est juste, ouais, mais ça fait 2 semaines. Oui, voilà, après. Ça fait un mois, hein. Oh, ça fait un mois, ça fait pas 2 semaines. Les 40 points, ça fait 2 semaines. Oui, mais ça fait un mois qu'il tourne, il a 40 points de moyenne sur les 12 derniers matchs ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, moi, c'est, James Harden, pour moi, c'est le principal concurrent éventuel de Giannis s'il continue au moins d'être super régulier au-dessus des 30 et pas loin des 30-10-10 tout le temps comme il est depuis un moment. Il va pas être à 40 tout le temps, c'est sûr, mais ouais, s'il continue dans cette optique-là avec Houston, remonte petit à petit, pour moi, il va aller chercher potentiellement Giannis en fait. Mais c'est pour ça que je l'ai déjà top 2 parce que sur le dernier mois, c'est le meilleur joueur de la ligue et de loin en fait. Je suis d'accord, mais ça. Paul George doit pas être mis au banc parce que il a pas une feuille de stats aussi complète que Harden, genre c'est pas. Mais il est pas mis au banc, c'est juste que en fait, si vous le mettez au banc. C'est pas un dû le MVP. Le MVP, c'est un truc que tu mérites et c'est un concours le MVP. C'est un concours et tu dois te sortir de la mêlée et Paul George s'en sort mais pas à un niveau d'un Giannis ou d'un Harden, tu vois. C'est dommage parce que si tu non, je vais pas dire ça, je vais me faire des ennemis. Je me tais, c'est bon. Non, mais parce que et le truc que j'aime pas en ce moment aussi, c'est l'argument Harden avant le début du mois de décembre, il a plus de 30 points de moyenne. Ouais, mais son équipe elle est en négatif. Ah, ça ok, ça je l'avoue, le bilan collectif, il parle pas pour lui. Mais l'argument comme quoi il joue que depuis 2 semaines, c'est pas le bon. Non, ça oui, t'as raison. Mais c'est aussi parce qu'Harden, il a draft. Aussi dire. Vas-y. Tu peux aussi dire que là, son équipe tourne mieux, c'est pas que grâce à lui non plus. Ah ouais, totalement. Et ça, par contre, il faut le souligner aussi, je pense que quand on parlera de Houston aussi, c'est que oui, Harden est monstrueux depuis 10 matchs, mais il y a d'autres choses qui fonctionnent beaucoup mieux à Houston depuis ces matchs-là aussi. Donc, on peut aussi mettre moins ce point négatif pour Harden. Après, moi, je l'ai en 2e place aussi, donc, pour moi, il mérite quand même d'être au-dessus de la mêlée, entre guillemets. Ouais, c'est ça, c'est individuellement, il est trop fort pour que déjà, j'ai parlé de Harden l'année dernière à Diverson. Quand t'es déjà meilleur scoreur de la ligue, t'es pas loin du MVP. C'est mécanique. Le mec, il enchaîne les points et individuellement, je me répète, il est trop fort pour que tu puisses faire payer les arguments. Paul George, il a des solides arguments. Mais c'est pas comme si Paul George, il était genre à 22 points, tu vois. 22, qui défendait le plan. Il est plan 27. Mais il y a 2 semaines, Paul George le mettait devant Harden avec les mêmes arguments que toi. Mais actuellement, il a trop de, je veux dire, Harden a trop de puissance de feu individuelle pour que tu l'oublies, je trouve. Ouais, puis t'as le match à Golden State qui est ce qu'il fait dans la fin de match, même tout le match, c'est énorme. Mais mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut jouer plus. C'est un trophée où il faut avoir joué quand même un minimum de matchs. Et pour moi, c'est un trophée aussi où il faut pas avoir eu trop de montagnes russes. Après, oui, comme tu l'as dit, Harden n'était pas mauvais avant. C'est son équipe qui avait des montagnes russes plus que lui. Mais il a quand même une sélection de tir moyenne. Là, en fait, il a juste essayé de prendre tout à 3 points. Il prend que ça. Le 23 3 points contre Golden State, je m'attendais à ce que ça soit un record et même pas, apparemment. Je crois que c'est J.R. Smith qui a le record, non ? Je crois que c'est J.R. Smith qui a le record. Mais quand tu prends 20 step back à 3 points par match... Mais ça, faut en parler. Non, on va pas en parler. Mais tu vois, t'as un a priori aussi. Non, j'ai pas d'a priori. Oui, on l'a tous.
J'ai pas d'a priori, c'est... Et après, est-ce qu'il perd pas aussi des points à James Harden parce qu'il l'a eu l'année dernière? C'est pour moi, c'était, non, tu vois, t'as parlé des arguments. Quand je t'ai demandé par rapport, tu vois, aux arguments parfaits au CV parfait, pardon, de Giannis, ça joue aussi, c'est que pour moi, il y a un aspect nouveauté et que je suis désolé, je trouve que ça joue un peu dans la tête des votants, j'ai l'impression. Si Harden continue comme ça, l'aspect nouveauté, je pense pas qu'il va... Oui, bien sûr. Ce que Ben a dit sur le meilleur marqueur, c'est vrai. Genre, si t'es meilleur marqueur et que t'es à même, et que c'est pas en même un débat, genre là, je crois Harden, il a 4 points de plus que le deuxième, quelque chose comme ça. Vas-y, c'est... Après, si tu juste pour l'anecdote, juste pour l'anecdote, c'est Klay Thompson qui a le record de tir à 3 points tentés avec 24. Ben, c'est pas, il avait dû faire 13 ou 14 sur 24. C'est au match à Chicago, 24, non? Ça doit être au match c'est le record, ouais. Et JR, il doit pas être long, hein. JR est à 22. Ah, voilà. Vas-y, Pierre, du coup. On va imaginer que là, Harden revient à un niveau, on va dire, logique. On va dire autour de 38, 7 ou je sais pas quoi. Là, tu pourras peut-être que l'argument du répétition du MVP, l'argument de la défense et autres, pour moi, seront peut-être plus valables que là où là, tu peux difficilement lui enlever là actuellement. En fait, tu vois, s'il continue comme ça, s'il reste comme ça, tu pourras difficilement lui enlever dans 3-4 mois le MVP. Ouais, ça c'est clair. On va peut-être enchaîner avec les autres. On a beaucoup parlé de Paul George, de Harden et de Giannis. Les autres, j'ai entendu quelques Embiid. J'étais surpris aussi. Je pensais être le seul à le mettre. C'est parce que là encore, on est sur un joueur qui fait individuellement une saison tellement énorme et en plus il a le bilan, donc on peut pas l'oublier. Ouais. Bilan des deux côtés du terrain. Des grosses performances, et puis c'est une des armes atomiques de la ligue que tu peux difficilement arrêter en fait. Il y en a peut-être plus tant que ça, que des joueurs que tu peux plus défendre ou qui sont indéfendables sur certaines situations, et lui c'est l'un d'eux en fait. Donc pour moi aussi ça a une grosse part dans ce vote là. Et puis en termes statistiques, voilà. Puis d'un point de vue personnel, j'étais pas le plus fan d'Embiid, et je trouve cette année beaucoup plus peut-être pas en mission, mais plus sérieux, concerné, moins antipathique. Ouais, exactement. On va le dire, hein. Donc et c'est ce qui fait aussi, il est moins gamin et moins antipathique, et il est beaucoup plus professionnel et MVP entre guillemets, leader. Question, si on lui donne le meilleur bilan de la ligue, il est MVP? Si on inverse Giannis et Embiid par exemple, je pense que oui, ouais. Oui. Ça montre l'importance et la saison d'Embiid, c'est vrai qui est incroyable. Alan, quelque chose à rajouter sur... Je suis désolé, on te fait parler des Bucks, on te fait parler d'Harden, on te fait parler d'Embiid, c'est affreux pour toi. Oh non, pas du tout, c'est un plaisir. Non, il est énorme, quoi. Les deux côtés du terrain, il est très 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 fort. Je trouve même qu'il est un petit peu plus fit que l'an passé, et c'est important. Et ouais, c'est le deuxième meilleur joueur, troisième meilleur joueur à l'aise, donc c'est sûr que il a de la considération. Puis ouais, il a tout, il a un peu le hors-terrain, le sur-terrain, il a tout pour être un candidat crédible au MVP. En dehors de ça, je vous avoue que je me rappelle plus trop. Moi, j'avais Jokic. Est-ce que quelqu'un d'autre? Moi, j'avais LeBron. Jokic. On va commencer par LeBron, tiens. Encore une fois, l'impact, etc. Les matchs, ça t'effraie pas? Ça, oui, mais il devrait revenir, donc il va en rater 5-6 en gros. Je peux excuser ça. Et puis on voit les Lakers sans lui, les Lakers avec lui. Voilà, pour moi, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Hein. C'est un solide argument. Oui, c'est vrai. c'est vrai ça. Puis Jokic, je vous laisse parler sur Jokic. Jokic, Pierre, qui à un moment était pas loin d'être dans le top 3 favori et tout, et là il est dans les 5, mais j'ai l'impression qu'il est un petit cran en dessous quand même. Ouais, moi après là c'était un peu la mêlée où j'hésite entre plusieurs joueurs, peut-être Curry ou Durant, LeBron, Jokic, Kawhi. J'ai pris Jokic parce qu'il est quand même premier, Denver est quand même premier à l'ouest, ce qui est quand même costaud, vu la densité, ils font une bonne saison. Et lui, il est vraiment monstrueux, c'est vraiment le point d'ancrage de l'équipe. Mais ce qui m'empêche de le mettre plus haut, c'est son un peu irrégularité, notamment au scoring, en fait. C'est qu'il y a des matchs où il est absent au scoring, il y a des matchs où t'as l'impression qu'il veut pas dominer, où il veut pas complètement, il veut pas porter l'équipe, et du coup, les performances de Denver en pâtissent un petit peu, et des fois il lâche des matchs comme ça, donc pour moi, il doit vraiment confirmer qu'il
peut être le vrai leader de cette équipe-là, et tout le temps en fait. Voilà, le match qu'il fait l'une des nuits dernières où il finit à 38 points ou 37, c'est ce qu'il peut faire quasiment chaque nuit en fait. Et il doit le faire plus souvent, et il doit être plus concerné tout le temps, parce que Denver avait quand même beaucoup de blessés et a tenu, donc ça c'est un bon argument pour lui, mais il a pas complètement step up pendant cette période-là. Moi je m'attendais à voir un Jokic à 30-10-10 tous les soirs, mais même pas. Après c'est vrai que un peu comme toi, pour souligner la saison de Denver, tu dois l'inclure, et surtout au niveau de l'impact sur l'équipe. Mais c'est vrai qu'il a pas, si tu te mets un peu dans la tête d'un votant, j'ai pas fait mes recherches cette fois-ci, mais un MVP à 18 points de moyenne, je pense pas que ça existait, hein. Enfin, même les MVP de Nash, où c'est pas le plus gros scoreur, il doit taper 20. Donc, je crois que ça va un peu contre lui. Alors que c'est un scandale qu'il soit pas à 20 points, quoi. Il a largement les capacités pour être à 20 points. Ouais, totalement, ouais. T'as cité un nom quand même qui m'intéressait, moi, qui me faisait partie de ma grande théorie, Kevin Durant part parce qu'il va il va faire le triplé. Là, alors Kevin Durant n'est dans aucun classement, mais il fait quand même une solide saison. Est-ce qu'il paye la différence entre le niveau actuel des Warriors et les attentes qu'on a des Warriors? Oui, je pense, et je pense que il a pas fait de performance monstrueuse dans le sens il a plus 50 ou autre comme Harden, mais il est tout le temps régulier sur des bonnes statistiques, mais il paye le fait que les Warriors sont moins bien et qu'on en parle plutôt en mal quand on en parle. L'absence de Curry aussi a montré que Curry était largement indispensable à cette équipe-là. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que Durant est peut-être pas plus haut malgré de très bonnes statistiques comme tous les ans en fait. Et puis après, le côté antipathique, là, il est au maximum, quoi. Alan, rien d'autre à rajouter? Après son match à Toronto, pour moi, il était vraiment dans la course. Plus maintenant. Ouais, mais c'est pareil, c'est un match perdu. Enfin, c'est ce que t'avais souligné, Ben. C'est un match que les Warriors ont perdu, que tu t'en souviens moins, du coup. Ah si, moi, je m'en souviens quand même, hein. Oui, mais tu vois, à la fin de la saison, enfin, même dans les futures années, enfin, voilà. Et c'est comme le Giannis là, qui, son match cette nuit contre les Raptors, on va l'oublier alors qu'il est fantastique. Mais on va l'oublier alors que c'est probablement son meilleur match de la saison, mais on va l'oublier, enfin, d'un point de vue statistique, tout du moins. Je vais juste vous demander une question, mais je pense que j'ai déjà la réponse. On a cité pas mal de noms. Il y en a, le MVP peut pas être un autre joueur qu'on n'a pas cité à l'heure actuelle. Le MVP peut pas être, ça sera pas Kyrie, comme certains avaient proposé. Oula. Oui, je pensais à une équipe comme ça où je sais pas. Boston et gagne pas assez de matchs, aurait pu avoir Kyrie pourrait être un profil, mais ils gagnent pas assez de matchs, ils font pas une assez bonne saison. À l'ouest, pour remonter maintenant, ça risque d'être quand même compliqué. Lillard peut-être Lillard en cote assez folle, mais oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Du coup, si je dois, là, on s'est donné notre top 5 à l'heure actuelle. Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Mais si vous devez anticiper le top 5 de fin de saison, voire on va faire un top 3, ça serait plus simple. Est-ce que ça bouge ou pas? Non, moi j'aurais tendance à dire Giannis, Harden, et je pense que LeBron va remonter, ce qui remonte toujours. Copieur. Ouais, moi je garderai le même, moi je pense. Tu vois? Non, je pense que LeBron ou Kawhi peuvent peut-être monter. Parce que Kawhi, encore une fois, je vous dis, je le vois partout. Donc je pense que c'est nous, on doit être un petit peu biaisé parce que Kawhi est partout. Et je serais pas étonné que sur Twitter on nous dise mais Kawhi. Et oui, mais moi j'ai entre les matchs ratés, le fait qu'il fait, c'est un peu comme George, on va dire que je suis très difficile, oui, mais c'est un MVP, il fait une excellente saison, mais il fait pas une saison type MVP, et en plus son équipe j'ai regardé les matchs, quand il est pas là, son équipe gagne. Oui, c'est ça, quand tu parles de Curry ou de LeBron, quand ils sont pas là, ils gagnent des points indirectement parce que leur équipe est pourrie. Mais enfin ça joue moins, pas, les Warriors sont pas pourris, mais ça joue largement moins bien, et tu vois qu'ils j'aurais pas dû dire ça, mais tu vois que ça joue moins bien, surtout les Lakers, et tu vois que ils sont en difficulté, et là où Kawhi est absent, ça fonctionne quand même. Toronto en fait moins bien, hein, c'est sûr, il y a c'est une moins bonne équipe, hein, mais ils gagnent des matchs. Ok. Ouais, mais c'est ça, c'est pour moi, c'est ça qui va payer à la fin Kawhi. C'est vraiment le fait, il pèse sur son équipe, hein. On dit pas qu'il pèse pas sur son équipe, hein. On dit juste que l'MVP a valuable, et t'as l'impression qu'ils sont encore plus forts avec Kawhi, mais qu'ils sont déjà très 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 forts sans Kawhi. Suffit de voir ce match contre les Bucks cette nuit. Je veux dire, Siakam est à 30 pions, Ibaka fait un bon match, ils font tous un bon match presque. Il y a même pas Kyle Lowry, Ouais. Et ils vont gagner dans le numéro 1 de la ligue. Bravo. Rien d'autre à rajouter sur le débat MVP.
Alan, un dernier petit mot pour ton chouchou Paul George? Non, rien d'autre. Non, ouais, en fait, avant la saison, j'attendais beaucoup de Paul George. On en a parlé tous les trois souvent, et je suis content de ce que je vois. Ok. Je reprends, on va conclure l'épisode numéro 144 du podcast Dunk Hebdo. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, ça a pu être difficile, je pense, à certains moments. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, sur les plateformes de streaming où vous écoutez l'émission, aussi sur YouTube où Profil va faire son retour après 2 semaines de pause. On est de retour avec l'émission Profil. Et puis nous, du coup, on vous souhaite une bonne semaine. Salut! Salut!